Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que la dernière déclaration de Madame la Présidente est emblématique de la qualité des débats qui ont été engagés aujourd'hui sur les questions qui étaient à l'ordre du jour, mais aussi sur les questions qui ont fait l'objet d'extrapolation. Je pense que cette tribune est toujours utile pour se retrouver sur des questions qui sont d'actualité et je me réjouis de l'opportunité de pouvoir répondre à ces interpellations. Mais je voudrais, si vous le permettez, Monsieur le Président, saluer certains amis que j'ai ici. J'en reconnaîtrai deux. J'ai mon vieil ami et frère, votre conseiller diplomatique, Chérif Omar Diagne, qui est là. Et j'ai aussi mon ancienne collègue, mon excellente collègue, ancienne porte-parole du gouvernement qui est là, que je salue. Et vraiment, je voudrais à tous leur dire toute mon appréciation. Voilà. Et comme je l'ai dit au départ, l'objet de cette séance principalement porte sur les projets de loi qui ont été soumis d'abord à la Commission des Affaires étrangères. Et je voudrais très rapidement esquisser un peu les avantages et les bénéfices qu'on retire, n'est-ce pas, de l'adoption que vous ferez de ces projets de loi. D'abord, je vais commencer par la Gambie. Le projet de loi sur la Gambie est très important parce que ça touche directement à nos intérêts de sécurité, de justice et d'intégration avec la Gambie. Le Sénégal et la Gambie nous constituent un espace humain qui est extrêmement dense, un espace économique où tout est imbriqué, un espace social. Pour tout dire, comme je le dis toujours, entre la Gambie et le Sénégal, nous avons deux États, mais on a une nation. On a un seul peuple. Donc je pense qu'il est important donc qu'une coopération judiciaire, mais aussi d'autres coopérations à d'autres niveaux soient développées pour qu'on ait en tout cas la meilleure relation possible avec la Gambie. Et la tenue récente de la 4e session du Conseil présidentiel témoigne de l'importance que les deux États accordent à l'étroitesse de ces relations et à la nécessité de toujours la hisser à des niveaux les plus élevés possibles. Pour ce qui est du projet de loi sur la Gambie, je pense que l'idée c'est de faire en sorte qu'on ait un cadre légal qui permet de coopérer sur les enquêtes, sur les poursuites, sur la transmission des preuves et l'exécution des demandes judiciaires. Et comme vous le savez, nous vivons une époque où nous avons beaucoup de défis qui s'amplifient, qui se complexifient. Nous avons les défis du terrorisme, le défi de la criminalité organisée, les trafics, la fraude fiscale, la fraude douanière. Donc il est important qu'on ait un accord qui nous permette vraiment de bien maîtriser tout ce que cela importe en termes de garantie, de respect des lois, en termes de garantie qui vont nous permettre d'éviter tout ce qui est abusif, tout ce qui est, qui va au détriment de nos relations. Donc là, je voudrais le dire ainsi, et il y a notre honorable député qui a parlé du sort des Sénégalais avant la signature de la Convention d'entraide judiciaire. Bon, la Convention, avant ce projet d'accord, on avait déjà une convention qui existait, et c'est un dispositif qui date d'avril 1973, et les demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur, n'est-ce pas, du prochain accord qui sera signé, ces demandes vont être régies par cette convention de 1973. Mais la convention qu'on va avoir actuellement va améliorer le cadre de coopération entre autorités judiciaires et va donc pouvoir garantir le respect des procédures et des droits fondamentaux de ceux qui sont concernés. Toujours pour revenir au Conseil présidentiel sénégalo-gambien, je remercie tous ceux qui ont salué sa tenue. Il y a des avancées importantes qui ont été faites. Je pense que, si je ne me trompe, on a eu 9 nouveaux accords, et ces nouveaux accords vont renforcer l'arsenal, n'est-ce pas, de coopération entre les deux pays, en faisant en sorte que
circulation des personnes et des biens soit beaucoup plus facile, qu'on ait une facilitation du transit frontalier au-delà des dispositions de la CEDEAO applicables en matière d'entrée et de séjour. Il y a aussi une définition d'un calendrier de densification des frontières et ça c'est extrêmement important parce que c'est une question qui n'a pas été réglée depuis très longtemps. Et il a aussi été institué des mécanismes de suivi dans des domaines particuliers, dans le domaine de la justice, dans d'autres domaines, en tout cas pour faire en sorte que tout ce qu'il y a comme manquement puisse être réglé de la façon la plus importante possible. Sur la CPI aussi, je pense que la pertinence de l'accord se situe à plusieurs niveaux. Il y a un niveau juridique, il y a un niveau diplomatique, il y a un niveau politique et il y a un niveau institutionnel. Je pense qu'il est important, en adoptant ce projet de loi, que le Sénégal réaffirme son leadership historique en matière de justice internationale. Comme vous le savez tous, le Sénégal a été le premier pays au monde à ratifier le statut de Rome et c'était le 2 février 1999. Cette précision, elle n'est pas anodine. Je pense qu'elle inscrit le Sénégal parmi les pionniers de la lutte contre l'impunité. Donc nous ne pouvons pas être en manque, n'est-ce pas, quand il y a des dispositions qui appellent à réaffirmer un peu la vigueur des dispositions prises en introduisant donc de nouvelles dispositions. Donc il est important qu'on adapte notre droit national aux réalités contemporaines et comme vous l'avez si bien noté, les amendements qui sont concernés par cette convention touchent principalement à 5 domaines. C'est les armes empoisonnées, c'est les gaz toxiques et asphyxiants, c'est les balles expansives, c'est les armes biologiques, c'est aussi l'utilisation de la famine comme méthode de guerre. Donc ce document suit aussi l'évolution du droit international, suit aussi l'évolution, n'est-ce pas, des défis auxquels nous faisons face. En même temps, je suis d'accord avec la plupart de certains, en tout cas honorables députés, qui ont parlé un peu de sentiment de focalisation un peu sur l'Afrique, sur le 2 poids 2 mesures. C'est une question que nous appréhendons et que nous comprenons et que nous avons déjà critiqué dans nos interventions dans les instances où se discute cette question de la CPI. Et je pense qu'il est aussi important que nous maintenions cette posture. Et quoi qu'on puisse dire aussi, je pense qu'il est important aussi qu'on souligne, disons, le principe de subsidiarité, cette nécessité de préserver d'abord la souveraineté judiciaire des États. Et c'est seulement quand les États, n'est-ce pas, sont dans une situation de défaillance qu'on pourrait peut-être appeler la CPI disons, à intervenir. Donc, je pense qu'il est important qu'on évite à la fois une adhésion aveugle à tout ce qui est fait, mais aussi une critique aussi systématique de la CPI quand cela ne s'impose pas. Alors, je voudrais aussi parler un peu du BBNJ, parler aussi de sa pertinence, c'est extrêmement pertinent. Moi, je suis très heureux que ce projet de loi ait été adopté en commission des affaires étrangères. Je pense que c'est un document qui a à la fois une portée environnementale, une portée économique, une portée scientifique, une portée géopolitique et une portée stratégique. Comme vous le savez, avec 700 km de côte, le Sénégal est profondément lié à l'océan. La santé des écosystèmes au-delà des juridictions nationales, c'est quelque chose de très très important. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié la question qui a été posée ici sur les accords qui ont été signés avec certains États. J'ai aussi entendu la question qui a été posée aux récriminations faites par l'Union européenne sur l'exploitation, n'est-ce pas, de nos eaux. C'est une question que le ministère des Affaires étrangères suit quotidiennement, pas plus qu'hier. Il y a une réunion interministérielle sous la présidence du Premier ministre qui s'est penché un peu sur ce désaccord qu'il y a avec l'Union européenne. Comme je l'ai dit, les avantages sont multiples. Non seulement cet accord va nous permettre d'accéder, n'est-ce pas, aux nouvelles données scientifiques, aux technologies, mais aussi au financement. Donc il faut aussi comprendre que tout accord aussi, même s'il a un coût, mais aussi a des bénéfices, et ces bénéfices très souvent dépassent ce que l'État peut donner en termes de contribution. Et puis je pense que aussi, en adhérant à cet accord, nous allons réaffirmer le leadership diplomatique du Sénégal, comme on le sait, sur cette question, comme sur la question de l'eau, et là ça m'amène directement sur la charte de l'eau. Le Sénégal a toujours joué un rôle pionnier.
Le Sénégal a été le premier pays au monde à avoir inscrit la question hydrique au niveau du Conseil de sécurité et c'est devenu maintenant un élément constant de l'agenda onusien au point que nous jouons maintenant un rôle extrêmement important. Là, je voudrais aussi parler me réjouir du fait que le Sénégal va co-présider avec les Émirats arabes unis en décembre prochain la conférence sur l'eau. Et la conférence préparatoire s'est tenue ici à Dakar. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas en tout cas un pays au monde qui était beaucoup plus en avance sur cette question que nous. Le fait, par exemple, que nous ayons là l'OMVS et l'OMVG, mais ces deux organisations qui ont été portées, n'est-ce pas, sur les fonds baptismaux, grâce à l'engagement du Sénégal. Il est bien vrai qu'on a pu engager d'autres pays, mais le Sénégal a joué un rôle pionnier et c'est salué partout dans le monde. Donc je pense aussi que quelque part, on a un rôle diplomatique majeur de leadership qu'il nous faut continuer de maîtriser. Et la charte de l'eau aussi, c'est un enjeu de sécurité pour tous les pays. C'est un enjeu de sécurité et c'est aussi, je pense, un moyen pour nous de consolider la sécurité hydrique du Sénégal. Et les bénéfices que nous avons, c'est des bénéfices qui sont à divers niveaux. L'agriculture sera impactée, l'élevage sera impacté, l'industrie, la production énergétique, la santé publique. Et tout cela, c'est uniquement dû au fait que nous avons pu quand même nous placer parmi les 7 pays qui, en tout cas, se sont mis en leader pour porter ce projet-là. Et le Sénégal, en tout cas, n'y verra que des bénéfices. Mais, ce faisant aussi, il est important aussi que dans cette charte de l'eau aussi, que nous maintenions une coopération de choix très serrée avec, n'est-ce pas, les pays qui nous entourent, surtout avec lesquels nous avons une coopération dans le domaine de la gestion commune de l'eau. Je veux parler de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée et de la Gambie. Maintenant, je vais essayer maintenant de répondre aux nombreuses questions qui ont été posées, mais auparavant, j'aurais aimé un peu parler d'une question qui me tient particulièrement à cœur, et cette question a été abordée à plusieurs reprises, c'est la situation du bureau d'état civil. C'est une question prioritaire pour moi et mes services. Quand j'ai pris service, je me suis rendu compte des difficultés que rencontrent nos compatriotes pour s'octroyer des documents qui sont produits au niveau de ce service. Et c'est une question qui me fend le cœur. Et quand j'ai pris service, on a fait l'état des lieux et la première chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait des pratiques de corruption qui étaient en cours. J'ai moi-même fait diligenter une enquête par la police, par en tout cas les services de sécurité, qui ont procédé à des arrestations. Et ces arrestations-là font l'objet d'instructions. Et on a fait savoir que tolérance zéro pour, n'est-ce pas, pour ces formes de corruption. Et j'ai toujours dit à tous ceux qui, en tout cas, s'entretiennent avec moi sur la question, que nous sommes toujours ouverts à poursuivre toute personne qui serait, en tout cas, impliquée dans ce type de comportement. Et je pense qu'il faudra le faire. Alors le problème qu'on a, c'est le problème particulier, c'est qu'on a eu une augmentation continue et significative du nombre d'usagers et qui résulte aussi de la croissance de notre communauté qui est à l'étranger. Nous avons des services qui sont exigus, qui ne règlent pas le problème, et nous avons essayé avec certains services de l'État, en particulier avec la SOGEPA, de chercher à trouver des locaux. Le premier problème à régler, c'est un problème de locaux. Malheureusement, que nous sommes confrontés à des difficultés pour cela. On n'a pas de budget qui nous permette, nous, ministère des Affaires étrangères, d'aller avoir des locaux pour couvrir, n'est-ce pas, ces services-là. Nous avons procédé à une demande. Si vous pouvez nous appuyer dans cela, mais moi, je serai de tout cœur avec vous. Si vous pouvez nous appuyer pour qu'on ait des locaux, même si c'est des locaux qui ne sont pas dans Dakar, mais des locaux qui sont même dans toute la région de Dakar, quelque part, où les gens peuvent venir, peuvent être traités de façon disons, honorable. Mais la vraie solution à ce problème, en attendant qu'on règle le problème de locaux, à mon avis, c'est le fait de procéder à une digitalisation des procédures d'octroi de ces documents-là. Avec la dématérialisation, les gens n'auront plus besoin de se déplacer pour venir faire la queue. Alors, on a commencé déjà à travailler sur cela. Mes services ont déjà engagé sur cette question. On est en train de travailler avec des structures comme l'ANEC, comme Senom, et avec aussi la CDC, si je ne me trompe pas,
Alors, on est en train donc de voir comment on peut accélérer les procédures pour qu'on ait une dématérialisation. Pour moi, c'est l'aspect vraiment le plus crucial pour régler définitivement ce problème. Maintenant, en dehors de ce qu'on pourrait faire pour trouver des locaux où la dignité des personnes est préservée. Moi, c'est la seule question qui m'empêche de dormir la nuit. Quand je passe devant et que je vois ces Sénégalais qui sont là, sous le soleil, et beaucoup sont appelés, et peu sont élus, beaucoup viennent pour demander des papiers, rentrent sans avoir le papier, uniquement pour des questions de contingence. Je trouve que c'est une situation qui est difficilement acceptable. Alors, l'honorable Abdoulaye Tall, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Vous avez parlé du sort des Sénégalais avant la signature. Voilà, je pense que j'ai déjà répondu à la question. Voilà, je voudrais aussi préciser que pour ce qui est du projet de loi sur la charte de l'eau, je voudrais préciser ici que pendant les 5 premières années, comme je l'ai dit d'ailleurs en commission, le Sénégal n'aura pas à cotiser, à payer, à donner une contribution du simple fait que l'Arabie Saoudite a décidé de prendre en charge, en tout cas pour le compte de tous les membres, la prise en charge financière de la marche de cette organisation quand elle sera mise en place. Alors, le droit de l'eau et à la mer, question de Fodé Mané, importance de l'Organisation mondiale à l'eau. Le Sénégal, en tant que 6e pays à ratifier la charte, ouvre la voie à la tenue de la première Assemblée générale de l'organisation. Et cette Assemblée générale va permettre de renforcer les investissements sur l'eau. Et je pense que c'est une chance pour le Sénégal d'être présent à cette occasion pour pouvoir tirer, n'est-ce pas, tous les bénéfices liés à cet aspect. Mais aussi, il y a un dialogue sur la coopération qui sera maintenu. Et aussi, je pense que ça nous permettra aussi de renforcer notre résilience hydrique. M. Abdoulaye Tall a posé des questions sur les violations, les crimes, délits perpétrés avant la signature de la Convention de coopération judiciaire de 2020. Quel rôle le Sénégal peut-il jouer? Comme cela a été indiqué, les deux pays étaient déjà liés par une convention 1973 et qui est encore en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur effective de cette convention après ratification par les deux pays. Donc je pense que tout ce qui résulte, n'est-ce pas, de cette convention-là seront pris en charge partout où cela est indiqué, n'est-ce pas, dans la nouvelle convention par la dite convention. Et comme aussi dit en commission, notre pays va examiner avec attention, conformément à ces valeurs de respect et de protection des droits de l'homme, la question relative à la situation du président Sambi. On n'a pas encore été saisi. C'est qu'il y a beaucoup de situations où des voix, n'est-ce pas, s'élèvent. Nous avons aussi des endroits où ces questions-là sont évoquées. Je pense notamment à l'Office des Nations Unies à Genève, où les questions relatives aux droits de l'homme sont évoquées. Et je pense que si le Sénégal est saisi, et si le Sénégal est dans une enceinte où cette question, n'est-ce pas, est soulevée, le Sénégal prendra ses responsabilités et dira ce qu'il a à dire. Donc, je voudrais donc rassurer l'honorable député Tall que le Sénégal reste constant dans le respect de la promotion des droits humains et de la dignité humaine. Donc, en l'occurrence, une non-ingérence ou bien une non-intervention sur une question dont on n'a pas été saisi ne signifie pas indifférence. Donc, il s'agit pour nous de viser l'efficacité en essayant de voir comment, en usant des canaux appropriés, nous pouvons promouvoir le respect de la souveraineté des États, mais aussi le respect des droits de ceux qui sont dans des conditions de privation de liberté. L'honorable Guy Marius Sagna a parlé de la participation du chef de l'État au sommet de l'Africa Forward. Je voudrais tout juste rappeler que notre pays assoit sa diplomatie sur une démarche de juste milieu, une démarche d'ouverture. Nous entretenons des relations avec tous les pays. Il n'y a pas un pays au monde avec lequel on n'a pas
n'est-ce pas, de relations, y compris donc la France, où vivent d'ailleurs des centaines de milliers de Sénégalais. Et je voudrais aussi rappeler que la diplomatie ne consiste pas seulement à parler à ses amis ou bien à parler à des gens avec qui vous vous sentez en connivence, n'est-ce pas, de position, mais aussi à maintenir le dialogue avec tout le monde. En tout cas, les questions qui étaient évoquées à Nairobi avec la conférence Africa Forward étaient des questions extrêmement importantes. Nous avons pu identifier des pistes de coopération, n'est-ce pas, entre la France et les États africains, mais dans un partenariat qui est rénové, dans un partenariat où il n'y a pas de paternalisme, où donc tous les États ont la liberté de dire ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, de cette coopération et ce qu'ils attendent de la coopération. Il n'y a pas de diktat, n'est-ce pas, à ce niveau-là, et je voudrais donc rassurer l'honorable député de cette réalité que moi-même j'ai vécue parce que j'étais sur place. Alors, la question de la justice à deux vitesses pour la CPI, je pense que Fodé-Mané, vous avez raison. Le Sénégal, même dans ses interventions, plusieurs interventions à plusieurs niveaux de représentation, a eu à défendre la même position. Et je pense que c'est une position de principe. Et c'est une position de principe qui veut aussi en tout cas, qu'on applique le même traitement à tous les États, quels qu'ils soient. Donc, de ce point de vue-là, je suis en parfaite phase avec vous. Alors, pour ce qui est de la situation du personnel du CNAMS, il y a eu des retards de salaire depuis le mois de mars, surtout dû à la transition entre l'ancien projet et le nouveau projet de déménage. Il s'agit d'un problème administratif qui est en cours de traitement et la requête a été introduite au niveau du ministère des Finances et nous attendons juste son retour pour permettre de répondre à ce problème, à ce dysfonctionnement administratif et régler donc cette question financière qui fait l'objet d'une attention soutenue de la part de mon département. Et toujours pour ce qui est du déménage humanitaire, une opération a été accréditée avec un ordre pour couvrir 39 000 mètres carrés. Et nous avons lancé les activités le 11 juin 2026, donc il y a cela quelques jours, au village de Madina Mandiak. Et les travaux se poursuivent actuellement sur le terrain. Et nous continuons donc de suivre cette question avec la plus grande attention. Voilà, il y avait une question de Fababa sur la relation entre l'Organisation mondiale de l'eau et les institutions africaines actives dans le domaine de l'eau. Bon, le Sénégal étant avec la Mauritanie le seul pays, n'est-ce pas, membre de cette structure, il est attendu que le Conseil des ministres africains chargé de l'eau vont faciliter donc l'adhésion des pays africains. Donc nous ferons d'abord en sorte que tous nos voisins d'abord y adhèrent, en tout cas, et je pense que cela permettra de renforcer les projets d'intégration que nous avons dans le domaine de la coopération transfrontalière. Toujours M. Guy Marius Sagna qui n'est pas là, l'absence de transmission d'audit de la commission de la CEDEAO au Parlement de la CEDEAO, la communication des documents au Parlement de la CEDEAO est une exigence pour permettre donc à la CEDEAO d'œuvrer son rôle de contrôle et d'orientation de l'action communautaire. Donc c'est une question que nous suivons et que nous allons exécuter selon ce qui a été prévu. M. Ousmane Ciss, honorable Ousmane Ciss, a parlé un peu des aires marines protégées. Il n'est pas le seul, je pense qu'il y en a d'autres qui en ont parlé. Je pense même que M. Sambadang en a parlé. Bon, alors là, ce que je pourrais dire, c'est que les aires marines protégées en haute mer appellent la coopération entre les États. Et déjà, entre le Sénégal et la Mauritanie, il y a une coopération qui est en très bonne voie. Et une première rencontre a eu lieu déjà en avril 2026 et une autre est prévue pour juillet. Et nous comptons engager la même dynamique avec la Gambie et la Guinée-Bissau.
Monsieur Samba Dang, toujours à propos des aires marines protégées aussi, bon, je vous renouvelle que la stratégie nationale 2026-2030 place cette question comme une priorité et nous comptons créer donc cela en zone offshore avec les services de l'action de l'État en mer et le secteur privé, GTA, etc. Et tout cela en vue de transformer les nuisances en opportunités et en collaboration. L'Afrique du Sud, voilà, cette question a été soulevée par beaucoup de députés. Moi-même, j'ai été ambassadeur en Afrique du Sud pendant 2 ans. C'est un pays que je connais très bien. C'est un pays que je continue de suivre. Je suis en contact pratiquement permanent avec beaucoup de Sénégalais qui sont en Afrique du Sud. L'ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud nous fait des rapports réguliers. Ce que nous notons pour le moment, c'est que les Sénégalais, de manière générale, ne sont pas en danger. Les Sénégalais ne sont pas ostracisés. Il y a d'autres nationalités africaines qui sont ostracisées. Et le conseil que nous avons reçu, non seulement de notre ambassadeur, mais aussi de nos compatriotes que je connais personnellement, c'est de ne mener aucune action ostentatoire qui pourrait, disons, attirer l'attention sur les Sénégalais, du moment qu'ils ne sont pas ciblés, qu'ils ne sont pas... donc nous pensons qu'il faut aussi y aller avec beaucoup d'attention, continuer à suivre la situation, et maintenant quand on atteindra un niveau critique, n'est-ce pas, d'insécurité, en ce moment-là, on prendra des dispositions. C'est comme ça que cela se fait. Bon, il est bien vrai que je ne vais pas citer les nationalités africaines qui sont ciblées, je pense que vous les connaissez, la presse en parle tout le temps, mais à ce jour, les Sénégalais ne sont pas ciblés. La seule nuisance que les Sénégalais ont, c'est qu'en cas de trouble, souvent les boutiques sont fermées, donc il y a une perte de revenus à ce niveau-là. Mais en tant qu'entité nationale, les Sénégalais ne sont pas ciblés. Mais pour autant, nous allons maintenir, disons, la vigilance et avoir donc un suivi régulier, quotidien de la situation. Et quand maintenant, comme je l'ai dit, un niveau critique sera atteint, en ce moment-là, nous prendrons nos responsabilités. Voilà, la situation des accords avec les États. Souvent, il y a des accords qui sont signés avec les États, mais ces accords ne font pas quelquefois l'objet d'application. Ce n'est pas un manque de volonté de la part, en tout cas des signataires ou bien des autorités étatiques, mais c'est souvent il y a un retard, il y a un déphasage entre l'accord qui a été conclu et l'application par ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Nous avons des pays voisins où nous avons noté cette situation. Moi-même, j'ai été dans un pays où j'ai eu à le dire à mon vis-à-vis, qui m'a de façon honnête répondu que voilà, que c'est pas parce que nous ne voulons pas, mais c'est parce que ceux qui doivent l'appliquer ont du mal à le faire. Et j'avais reçu d'ailleurs une promesse, en tout cas, d'intervention au niveau de ces structures, d'application des mesures prises par les États, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, voilà ce que je peux dire. Sur toute cette question, je pense qu'il y a une question qui est connexe, qui parle un peu de la Mauritanie. Nous avons des Sénégalais qui sont incarcérés en Mauritanie, principalement pour des motifs liés à la migration illégale, sur laquelle le gouvernement mauritanien a durci le dispositif juridique et judiciaire. Mais je peux dire ici que le dialogue qu'on a avec le gouvernement mauritanien est un dialogue qui est tout à fait positif, et nous comptons maintenir ce dialogue, en tout cas pour que, dans l'esprit des relations fraternelles entre les deux pays, que le meilleur traitement soit accordé à nos concitoyens. Et notre ambassadeur sur place passe tout son temps à s'inquiéter de la situation de nos compatriotes, avec des visites consulaires, notamment à Nouakchott et à Nouadhibou. Et l'ambassadeur lui-même, ça je le sais, il s'est déplacé au niveau des prisons parce qu'on a reçu des comptes rendus sur cela. Mais cela n'empêche que nous devons garder le contact avec nos frères mauritaniens et tous les frères, n'est-ce pas, de la sous-région où les Sénégalais sont inquiétés pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour protéger leurs droits. Je suis d'accord avec Madame l'honorable Fatou Diop sur la nécessité de mener au niveau de New York
des initiatives pour porter nos priorités stratégiques. Et je voudrais ici saluer la coopération et le travail conjoint que nous avons eu à faire. Et concernant donc la CPI, je voudrais dire ici que l'amendement de Kampala fait partie intégrante du dispositif et le Sénégal, je pense, doit être porté, n'est-ce pas, pour accorder à cet aspect toute l'attention requise. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions précises qui ont été posées. Il me sera difficile de répondre à ces questions. Mais voilà, de façon ramassée, ce que je peux dire des principales questions qui ont été évoquées, en remerciant encore une fois la Commission des Affaires étrangères pour la qualité de sa participation, n'est-ce pas, aux échanges qu'on a eus, et vous dire aussi notre disponibilité à travailler avec vous, en tout cas pour faire en sorte que notre politique étrangère soit la plus forte possible, avec la participation de toutes les parties, disons, qui composent le Sénégal et dont l'Assemblée nationale constitue une très belle représentation. Je vous remercie.